On passe à la séquence suivante, cobotique et système intelligent, les facteurs clés de succès. Je vais appeler eh bien, les intervenants à me rejoindre. Frédéric Hélin, directeur du cluster robotique Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric Rosello, dirigeant d'Ideatech. Anthony Trévisan, dirigeant de Boutiplast. Et Jacques Dupanloup, directeur division robotique France Stobli, me rejoindre également. Alors prenez place de part et d'autre. Vous pouvez vous mettre à ma gauche également. Voilà, alors tout d'abord, je vais présenter Frédéric qui va introduire cette séquence. Frédéric, je l'ai dit, vous êtes directeur du cluster robotique Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes, ingénieur informatique. Vous avez une expérience dans la robotique intelligente en centre de recherche et depuis 20 ans, vous accompagnez les entreprises innovantes, initialement dans le numérique et depuis 2014 dans la robotique au sein de Coboteam. Le cluster régional de toutes les robotiques, c'est une structure initiée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui contribue à animer cette filière robotique et en particulier la cobotique comme outil de réindustrialisation. Alors justement, pour y voir clair d'abord Frédéric, un premier point sur cette filière régionale, quelle est la dynamique ? Alors, pour ce qui concerne la robotique, mais tout le monde, je pense, sans doute ici, ou le sait, parce que les personnes sont peut-être dans le domaine, la robotique, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, qui connaissait, avant la crise Covid, des croissances à 2 chiffres. Il y a eu quelques soubresauts, mais on retrouve des croissances très importantes. Donc, effectivement, c'est une dynamique c'est une filière qui est très dynamique. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai qu'on réalise aussi un travail de fond qui est l'identification de cette filière. Ça, c'est très important. Donc, les filières identifiées, c'est un peu plus de 600 acteurs. Alors, évidemment, dans ces 600 acteurs, vous avez des entreprises qui sont purement robotiques et puis vous avez des entreprises qui contribuent à la filière robotique. On va dire qu'on a à peu près 300 entreprises, 300 acteurs qui sont des fabricants de composants et de sous-ensembles, dont les marchés premiers ne sont d'ailleurs même pas forcément la robotique, mais qui contribuent à la robotique. On a à peu près 200 intégrateurs, dont l'un d'eux, Frédéric, est ici, et qu'on va retrouver à peu près dans tous les secteurs applicatifs des marchés auvergne-rhône-alpins, bien sûr. Donc, si vous voulez des intégrateurs qui travaillent dans l'industrie, il y en a, dans l'agroalimentaire, il y en a, dans l'automobile, dans les transports, vous en trouverez parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes étant la première région industrielle de France en nombre d'emplois, première région de sous-traitance, évidemment, il y a tout un panel d'intégrateurs qui suit en fait ces marchés. Et puis ensuite, vous avez une centaine d'acteurs, parmi eux des constructeurs de robots, le premier d'entre eux, Stobli, qui est ici aujourd'hui. Et donc c'est intéressant parce qu'on se retrouve ici, on aura l'occasion d'en parler, on va reparler. Avec Stobli d'une part, le plus important d'entre eux, Jacques le dira, mais c'est le plus important constructeur de robots, notamment 4 et 6 axes. On reviendra avec Jacques, effectivement, sur les emplois générés par Stobli. Et Jacques Dupanloup, qui est également président du groupe robotique du syndicat professionnel Evolis, donnera aussi quelques données sur la dynamique nationale. Voilà. Donc ça sera parfaitement complémentaire. Donc pour finir sur les chiffres, comme ça on les aura fait. Oui, donc ces 600 acteurs, ça représente à peu près 19 000 emplois qui contribuent de près ou de loin à la robotique. Ce n'est pas forcément 19 000 roboticiens, mais c'est des personnes qui travaillent dans des structures qui contribuent à la filière. Et quand on prend l'ensemble de ces structures pondérées aux activités de robotique, on arrive à des chiffres d'affaires de 3 milliards d'euros cumulés. Il peut y avoir de la refacturation. Bon, les chiffres sont importants, les ordres de grandeur sont difficiles, mais ce qui est important de savoir, c'est que la croissance est importante dans ces secteurs-là. Voilà. C'est très clair, Frédéric. Pour l'état des lieux, on voit effectivement une filière extrêmement construite et qui a un poids très important. La dynamique, c'était ma question. Il faut peut-être la mettre en vis-à-vis de l'enjeu. L'enjeu pour vous, c'est la réindustrialisation et la contribution de cette filière justement à cet objectif. Oui, alors notre cluster s'intéresse à tous les types de robotique. Mais la thématique première, c'est évidemment la robotique industrielle. C'est là où on va retrouver les effectifs les plus importants, le plus grand nombre de projets, les chiffres d'affaires cumulés les plus importants. Donc évidemment, ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est la robotique industrielle. Et cette robotique industrielle, nous, on considère, nous ne sommes pas les seuls, que c'est l'un des outils, peut-être l'outil le plus important pour assurer ces politiques de réindustrialisation et de relocalisation d'activités industrielles. Pourquoi ? Parce que
S'il y a des fonds qui sont débloqués, des projets intéressants en termes de réindustrialisation, on va mettre beaucoup d'argent pour repositionner des usines sur le territoire. Une fois qu'on a dit ça, ces usines, de toute façon, forcément, elles devront exporter. Hein. Et la concurrence est internationale. Et à partir du moment où on rentre dans une concurrence internationale, eh bien, les prix, les rentabilités, etc., ça se cale sur ces standards internationaux. Alors, soit, eh bien, finalement, on dégrade l'ensemble des conditions de travail, et ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, puisque on va parler emploi, hein, on va parler attractivité, donc ce n'est pas comme ça qu'on va attirer les personnes vers l'industrie. Soit on travaille sur de nouveaux outils plus intelligents où les personnes vont se concentrer sur les gestes, on va dire, nobles de leur métier, en laissant aux machines tout ce qu'on peut laisser aux machines, dans un but à la fois d'efficacité, mais aussi de conditions de travail décentes, notamment parce que ça fait des années, l'industrie est comme ça en France, où on considère que on est capable de sortir des produits à très très haute valeur ajoutée. Il faut également que les conditions de fabrication de ce produit soient à très haute valeur ajoutée. Ça peut se faire par la robotique. Exactement, un levier effectivement à mettre eh bien, dans le contexte aussi hein, d'un enjeu national. On entendait un focus hein, ce matin sur les ondes nationales, sur l'initiative Choose France qui attire les investisseurs étrangers en France. La France qui est devenue le territoire, on va dire, qui accueille eh bien, le plus haut niveau d'investissement étranger. Ça participe effectivement à cet enjeu de réindustrialisation. L'idée, vous l'avez dit Frédéric, eh bien, d'une certaine façon, c'est d'être compétitif hein, dans voilà, le grand concert eh bien, de ce marché mondial. Maintenant, on va s'intéresser aux facteurs clés de réussite de l'implantation d'un tel projet. Mon observation, voilà, moi en tant que journaliste qui peut observer eh bien, différents secteurs d'activité, notamment dans l'agroalimentaire, mais pas seulement, je vois aussi des échecs dans des projets de robotisation. Donc je me fais ici l'avocat du diable, mais c'est pour qu'on voilà, qu'on partage aussi les retours d'expérience et qu'on trouve les bons leviers pour réussir cet enjeu et ce défi de la robotisation. Et notamment, eh bien, je trouve parfois, j'observe eh bien, des robots qui ne trouvent pas leur place, qui sont soit trop spécifiques, soit qui sont effectivement mal adaptés à la taille de l'entreprise. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Franck Duc tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs hein, d'échec et donc on a toujours beau jeu de commenter au moment où ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver les bons critères pour que ça fonctionne la fois d'après. Hein. Exactement. Donc, il y a de nombreux facteurs. Franck Duc a parlé tout à l'heure de se faire plaisir technologiquement et de ne pas assez prendre en compte l'usage. L'usage, c'est certes la fonctionnalité de la cellule robotique ou du robot, mais aussi ses conditions de mise en œuvre, notamment en termes d'interface et en termes d'utilisabilité par les personnes qui vont utiliser ce robot. Bon, ça, c'est une première chose. Ça, c'est très important. Et c'est là où, en fait, nous, on s'intéresse évidemment, dans notre cluster, beaucoup à l'innovation. D'accord. Hein, l'innovation. Mais nous, on s'intéresse à l'innovation, non pas comme critère premier, c'est-à-dire la nouveauté technologique, même si on est tous, dans nos métiers, passionnés de technologie. Le critère premier de l'innovation, ça relève plutôt des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire c'est une nouvelle technologie, un nouvel usage qui est utilisé, qui est diffusé. Diffusé, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'achètent. Et c'est là où, en fait, parfois, il peut y avoir des problèmes. On a connu des plans, par exemple, de robotisation, c'est toujours très bien. On a mis, j'allais dire, un peu comme on a pu, des robots en fait, dans l'industrie, etc. Et puis, en fait, ces robots sont peu utilisables parce qu'ils ne sont pas assez adaptés ou finalement les cellules avaient été faites un peu rapidement ou elles ne sont pas assez paramétriques. Voilà, c'est ça. Donc vous discuterez. Alors Frédéric c'est ça. est aussi là pour ça, en fait. On aura deux exemples qui montrent effectivement la capacité d'adaptation à la réalité et à la diversité des entreprises. Ouais. L'enjeu effectivement d'adaptation aux besoins et puis l'enjeu humain. On en a touché deux mots dans l'introduction avec Franck, oui. Mais voilà, il peut y avoir aussi eh bien, une problématique relative à l'adhésion du personnel. Alors l'adhésion du personnel, c'est sûr. Et nous, ce qu'on voit, c'est que tout ce que l'on va considérer nous comme innovant, c'est-à-dire ce qui peut être diffusé, c'est avant tout parce qu'il y a des TPE, des PME, voire des ETI qui vont acheter en fait ces robots. Acheter ces robots, ça veut dire qu'on comprend quasi intuitivement comment on va les utiliser.
Et donc là, on va retrouver notamment la robotique itérative, c'est-à-dire la robotique avec des cadences importantes. Ça, les chefs d'entreprise savent très bien comment les utiliser, ça existe depuis longtemps. On va trouver de plus en plus maintenant la robotique mobile ou même cobotique mobile. Là aussi, ça intègre beaucoup de technologies, c'est de plus en plus diffusé, donc c'est beaucoup d'innovation. Et là, on comprend assez intuitivement, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps comment on va utiliser ces robots. Et de plus en plus, la robotique, on va dire, de geste assisté ou de manipulation assistée ou d'amplification du geste. Et là aussi, on le comprend. Après, la cobotique, si on considère le robot qui ferait un peu tout, qui serait l'assistant virtuel, un peu humanoïde, etc., bon, je crois que c'est encore au stade de la R&D. Exactement. Ce n'est pas de l'innovation dans le sens où ce n'est pas diffusé. C'est de la nouveauté technologique. C'est très intéressant. On a des interlocuteurs sur ces sujets. Mais ce n'est pas maintenant, tout de suite, que les chefs d'entreprise vont acheter ces outils-là Exactement. Donc pour être productifs. il ne faut pas vendre du rêve, effectivement, c'est une perspective. De toute façon, ils ne les achètent pas. S'ils ne comprennent pas comment les utiliser, s'ils ne comprennent pas comment ils vont faire en fait, finalement du bénéfice avec, hein, ils vont tirer de cela en fait, une efficacité, ils ne l'achètent pas. Ou quand ils l'achètent, parce que je l'ai constaté, malheureusement, c'est des outils qui vont finir au placard parce que dans la vraie vie, on a un changement de format, on a une évolution dans la pratique, le processus, et ils se révèlent inadaptés. Alors, ceux qui les intègrent, ce sont les très grands groupes qui peuvent bloquer une partie de l'atelier pour faire des expérimentations dans le cadre de projets collaboratifs avec des laboratoires de recherche, etc. Évidemment, mais c'est la création de l'innovation, ce n'est pas l'innovation. Frédéric, le mot de la fin pour cette introduction. Au fond, ce que j'entends à travers ce que vous exprimez, c'est que l'enjeu, avant de parler des solutions, c'est de parler d'organisation industrielle. Et je sais que là-dessus, d'ailleurs, vous avez des collaborations, y compris avec un laboratoire qui avance sur ces sujets-là. Oui, mais notamment, je pensais à un laboratoire, par exemple GESCOP, qui s'intéresse à l'organisation industrielle. C'est à Grenoble, c'est ça ? À Grenoble, notamment. Alors, il y a d'autres laboratoires. Hein. Nous, on travaille avec l'ensemble des laboratoires qui s'intéressent à la robotique sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais notamment celui-ci, GESCOP. En effet, on s'intéresse à l'organisation industrielle pour savoir jusqu'à quel point elle peut être remise en question, en tout cas modifiée, tout en permettant. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que si les grands groupes peuvent bloquer à un moment donné un atelier pour faire des expérimentations, ce n'est pas le cas de la PME et de la TPE. Donc le robot doit en fait venir se caler en parallèle sur des processus qui sont déjà là et ces processus ne doivent pas être perturbés. Voilà. C'est très clair, Frédéric. Merci. On peut l'applaudir pour cette introduction qui nous invite à aller dans des cas concrets. Et donc, je vais donner la parole à Frédéric Rosello et Anthony Trévisan. Alors, Frédéric, bonjour. Vous êtes dirigeant, fondateur d'Ideatech, créé en 2010. Vous êtes basé à Alixan, près de Valence. Spécialiste de la cobotique mobile et flexible, on en a dit deux mots avec Frédéric. Vous la rendez efficiente pour les TPE, PME jusqu'aux grands groupes. On va aussi d'ailleurs parler du fait que vous êtes référent industrie du futur auprès de la région. Donc ça permet effectivement de produire des accompagnements avec des financements. Et vous avez collaboré avec Anthony. Anthony, bonjour. Anthony Trévisan, dirigeant de Boutiplast. Une entreprise qui a été reprise en 2016, 18 salariés à Ambérieu dans l'Ain, spécialiste des pièces usinées techniques en plastique, un chiffre d'affaires autour de 2,2 millions d'euros. Alors, vous avez mené de concert tous les deux un projet d'implantation de cellules robotiques flexibles. D'ailleurs, vous me corrigerez sur le nom si c'est le nom que vous employez, parce qu'on va rentrer dans le détail de ce projet effectivement très intéressant, une vraie source d'inspiration. Tout d'abord, Anthony, quel a été le besoin pour l'entreprise ? En fait, le besoin, il est né pendant la crise Covid. C'est-à-dire que j'ai eu une vie avant de reprendre l'entreprise et j'ai appris qu'il y a deux façons de sortir d'une crise, soit par le haut, soit par le bas. Je n'avais pas vraiment envie de sortir par le bas, donc il fallait que je trouve quelque chose qui soit différent et qui puisse me permettre de faire les choses différemment. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était robotique, cobotique. Et donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, je suis allé voir un peu mes petits camarades industriels. Et j'ai vu plein de choses extraordinaires, dont des robots Stobli. J'ai vu plein de belles choses. Mais aussi des choses qui étaient hors de la portée d'une PME de 18 personnes. Nous, on en reparlera, mais l'entreprise, c'est une entreprise, effectivement, on fait l'usinage de matières plastiques.
Techniquement, c'est assez proche de l'usinage dans les métaux, hein. Bon, il y a des particularités, c'est quand même plus tendre, il y a moins d'usure dans les machines, mais à chaque fois, on est quand même obligé d'utiliser des machines très chères, c'est celles qui sont liées, adaptées à la mécanique. Et les robots, c'est un peu la même problématique. Et pour bien comprendre, Anthony, puisque vous êtes dans la description de votre activité, vous êtes sur des petites et des moyennes séries. Donc d'emblée, on se dit bah, c'est pas l'idéal pour automatiser. Alors quand j'ai commencé de parler de robotiser, effectivement, déjà parmi mes salariés, la plupart ont rigolé. Bon, c'est une première entrée. Voilà, c'était une première entrée en matière. Effectivement, pourquoi? Parce que nous, on fait de la pièce unique. Quand on fait de la série, c'est la petite et moyenne série. C'est-à-dire quand on va entre 3 et 600 pièces, c'est vraiment le maximum. Effectivement. Et là encore, par rapport à l'usinage mécanique, on a parfois des temps de cycle qui sont beaucoup plus courts. Donc ça veut dire que quand on règle, nous, pour une série de 50, potentiellement, nous, c'est 2 heures de production. D'accord. Et moi, les gars, ils me disaient, écoutez, moi, 2 heures, je l'ai fait, j'ai pas besoin d'un robot. Et oui. Donc c'était un peu le point de départ. Donc effectivement, on a vu des choses qui étaient, voilà, donc comme je vous disais, qui étaient au-delà de notre besoin, pas adaptées. Et nous, en fait, il nous fallait quelque chose de finalement très souple parce que notre parc machine n'est absolument pas homogène. En fait, vu qu'on fait de la pièce en toute petite série, on a un parc qui est très différent parce qu'on ne sait jamais si on va faire une petite pièce ou une grosse pièce, si on va faire une pièce simple ou une pièce compliquée. On fait du tournage, on fait du fraisage. Donc en fait, à la fin, investir sur un robot qui va sur une machine, bah, nous, une machine, elle tourne pas toute la journée. Quoi. Ça n'avait pas de sens. Et pour bien comprendre l'enjeu, vous l'avez dit, période difficile, l'idée c'était quand même d'aller chercher quelques points en termes de rentabilité, c'est bien ça? Ah ben, clairement, parce que moi j'ai racheté l'entreprise en 2016. J'ai mis beaucoup d'énergie, comme plein de gens qui rachètent une entreprise. Et puis au final, oui, on grattait, chaque année on prenait 2-3% de chiffre d'affaires. Mais finalement, la rentabilité, elle avait tendance un peu à s'éroder parce qu'on a des coûts qui étaient fixes. On avait des coûts qui avaient tendance légèrement à monter, comme tout le monde. Et puis donc, chaque année, on perdait un petit peu de points de rentabilité. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Et moi, j'ai fait du lean, donc je rebondis sur ce qui a été dit un petit peu avant. Donc on avait commencé à opérer du changement. Et ça, c'est peut-être, on en reparlera dans les facteurs clés, mais opérer du changement et de la confiance, parce que les changements qu'on avait opérés, ça ne s'est pas traduit par des réductions de personnel. Ça s'est traduit par du chiffre d'affaires en plus. Effectivement. Et là, j'ai envie de dire, quand on a déjà ça et qu'on a la confiance de ses salariés dans ce point de vue-là, quand on va introduire la suite, ils sont prêts à regarder avant de râler. Avant de donner la parole à Frédéric sur effectivement la façon dont il a traduit ce besoin, on a vu votre enjeu de compétitivité, on a vu votre problématique qui est d'être sur une typologie de production pas spécialement automatisable d'emblée quand on y pense. Est-ce qu'il y avait aussi un frein technique aussi tout simplement qui faisait que vous êtes dit ça va être compliqué d'automatiser? Clairement, c'est un peu ce que disait Frédéric tout à l'heure, je trouvais ça très pertinent, c'est que nous on avait un parc machine qui était existant. On ne pouvait pas dire on va changer toutes nos machines pour que ça fonctionne avec les robots. Donc moi j'avais les moyens de me payer un robot. J'ai envie de dire, il fallait qu'il s'adapte à mon parc. Et en plus, quand on creuse, finalement, qu'il s'adapte à un parc de plusieurs machines, d'années différentes, de technologies différentes. Donc c'est vrai que c'était mal engagé. Effectivement. On n'a pas fait durer le suspense parce qu'on voit effectivement que vous avez réussi à automatiser. Frédéric, justement, comment vous avez traduit ce besoin? Alors, chez nous, c'est simple. En fait, la cobotique est un outil. Donc, on ne parle pas de cellules avec Ideatech, on parle d'outils. Effectivement. Voilà. Donc déjà, on va dire, on démocratise un petit peu la cobotique et on la rend écoutable pour des techniciens. Quand un technicien, on lui amène un outil, il est content, il va s'en servir. Quand on lui amène une cellule, là, il se dit, putain, ça va peut-être être compliqué, je vais peut-être pas avoir toutes les compétences pour tout faire, puis le jour où je vais vouloir changer quelque chose, je vais pas y arriver, je vais rester coincé. Par contre, si on lui amène un outil, il va être assez malin pour développer tout ce qui va faire que l'outil marche. D'accord, vous les rendez autonomes. Voilà. Comment vous faites ça? Alors, déjà, nous, on joue sur la simplicité. Donc, aujourd'hui, on va dire, on a développé un concept qui s'appelle EasyFlex. C'est une cellule qui permet de facilement s'adapter à un milieu, à être déplaçable, à être facilement reconfigurable. Donc, il y a tout plein de stratégies, on va dire, dans notre modèle cobotique. Et au-delà de ça, on a vraiment cherché à être des techniciens. Donc, nous, quand on a conçu notre concept, on a conçu ça comme des techniciens.
On a mis notre bleu, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire ça, comment on peut le faire facilement? Et voilà. Et donc, tout s'est mené comme ça. Donc, on va dire, quand on a discuté avec Anthony Trévisan, on ne l'a pas pris de haut. Quand il nous a dit, ben, nous, moi, je pense qu'on pourrait empiler des pièces, ben, j'ai dit, ben, nous, on l'a déjà fait, ça marche. Et pourtant, il a eu, on va dire, des gens qui sont bien implantés. Non, il faudrait mettre 50 étaux, c'est pas faisable, patin, couffin. Pour nous, techniquement, il n'y a rien qui interdit de le faire, quoi. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme ça. Et au-delà de ça, nous, en fait, on travaille en sens inverse. On commence à parler de ROI. On dit, voilà, monsieur le client, c'est quoi votre ROI? C'est quoi qui, à un moment donné, dans votre projet, va vous dire, j'y vais ou j'y vais pas? Au lieu de dire, on va vous proposer la plus belle des choses, mais elle est infinançable, elle est inabordable. C'est bien beau de voir une belle voiture, mais de ne pas pouvoir la conduire, c'est frustrant. Aujourd'hui, on vaut mieux voir une voiture un petit peu de sport, mais conduisable. Donc nous, c'est un petit peu notre raisonnement. On travaille en sens inverse et on dit, voilà, OK. Par contre, pour aller dans cette direction-là, il faudra faire certains compromis. Par contre, nous, on a des astuces pour que ces compromis soient largement acceptables. Et nous, on force nos clients à vouloir travailler la nuit, on va dire, à vraiment chercher à faire plusieurs opérations. Donc aujourd'hui, chez Anthony, ce qu'il y a de bien, c'est que, on va dire, les techniciens ont dépassé le maître. Moi, j'aime bien quand les apprentis dépassent le maître. C'est qu'aujourd'hui, on va dire, Pascal, qui est un technicien formidable, qui était, on va dire, un petit peu sur la réserve, un petit peu réfractaire au départ, aujourd'hui, il a dépassé le maître parce qu'il ne fait plus qu'une opération, il en fait 3. Aujourd'hui, la pièce, elle rentre brute, elle sort finie. Donc vous imaginez, et au-delà de ça, c'est que avant c'était une production où Anthony se posait la question, ouais, c'est pas rentable, putain, on va encore mobiliser le parc machine, on va pas gagner grand-chose. Aujourd'hui, la mobilisation, elle a été divisée par 2 ou 3 parce que ça tourne la nuit, ça peut tourner le week-end. Aujourd'hui, cette production-là, quand on en parle, c'était 4 jours d'immobilisation, maintenant c'est 1 jour et demi parce qu'elle est passée la nuit. Et au-delà de ça, maintenant, les techniciens, ils vont voir le tableau, ils disent, ah, là j'ai un OF robot. Parce qu'il y a peut-être 100 pièces, peut-être c'est une durée d'usinage de 5 minutes. Putain, monter la garde devant un centre d'usinage toutes les 5 minutes pour prendre une pièce, Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant. Et maintenant, ça vient d'eux, quoi. Donc c'est un outil. c'est clair, Frédéric. Quoi. Alors, on va revenir sur le bilan, mais je pense que pour que ça soit parfaitement compréhensible pour le public, Anthony, bien nous dire finalement ce qui a été mis en œuvre. Alors, non pas ces outils, mais pardon, non pas ces cellules, mais ces outils. Combien vous en avez mis en place et comment c'est utilisé et quelles sont leurs caractéristiques? Alors effectivement, déjà on a commencé modeste, on a fait un. Parce qu'on s'est dit on va essayer, puis en fait on s'est dit s'il est vraiment flexible, on ne prend pas de risque, parce que si on s'en sert pas beaucoup sur la partie centre d'usinage, on pourra s'en servir sur la partie tour. Donc c'était le cahier des charges, on voulait quelque chose qui soit suffisamment flexible pour se monter sur un centre d'usinage ou sur un tour. Et en fait c'est exactement comme ça que ça a démarré. Donc en fait, ce premier point, on l'a monté sur roulette. Donc déjà, c'est vrai que... Alors voilà, premier point, c'est des cellules, Ouais. des outils pardon, que l'on peut déplacer. Donc c'est effectivement, ça se présente quand même comme une cellule, effectivement, donc, et qui se déplace. Donc la première fois que j'ai dit ça, c'est le premier qui n'a pas rigolé quand j'ai dit moi je veux la monter sur roulette, parce que effectivement j'avais fait du lean avant, donc quand on veut faire du SMED, un changement de rapide d'outillage, en fait il faut que ça soit simple. Exactement. Et donc quand on a dit on avait fait sur roulette, il m'a dit mais ça on sait faire. Donc on a un système qui se monte sur roulette, aujourd'hui qui se déplace. Il faut à peu près 5 minutes pour passer d'une machine A à une machine B. Ah oui. Et donc le temps de changement de format, enfin donc il y a le déplacement et puis ensuite la mise en œuvre. En fait, on déplace, on l'installe, on branche, puisqu'elle saute au centre. On branche, et en fait on est parti, on est prêt Donc à repartir. C'est rapide. Après, un réglage en tant que tel, effectivement, c'est une nouvelle pièce, il faut la mettre dans la machine, etc. Aujourd'hui, on compte environ 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Si c'est des choses qui sont très proches de ce qu'on a fait, on est plutôt aux alentours de 20. Et D'accord. une fois que le programme a été fait, j'ai envie de dire c'est moins de 10 minutes, tout compris. Alors, on arrive, on est prêt à repartir en fait. Parce que alors ça c'est important ce que vous venez de dire, parce que donc il y a la mobilité et puis il y a le côté l'autonomie dont on a parlé. Ça veut dire que c'est vous qui allez changer le préhenseur, faire le programme adapté à la nouvelle pièce. Alors c'est vrai que c'est un peu la magie de la cobotique, c'est que finalement c'est très pré-mâché.
Ah ouais. Donc on a travaillé sur quelques modèles de programmes qui correspondent à notre production, D'accord. qui font 80% de ce qu'on est capable de faire. Et D'accord. puis après, pour les 20 derniers pourcents, on est capable de les adapter parce que, je veux dire, La base est la l'architecture même. est là, la base Voilà. est la même, donc on sait faire. Ouais, mais voilà. Et c'est une des clés, effectivement. Et du coup, sujet. c'est effectivement mes techniciens qui sont régleurs sur centre d'usinage ou sur tour qui sont capables de faire le programme. Et effectivement, au début, les premiers, c'était forcément un peu compliqué. Et puis maintenant, des fois, je descends dans l'atelier et je vois une machine qui tourne et c'était absolument pas prévu. Mais Ah c'est ouais. qu'ils ont pris la décision de dire, ok, ça maintenant, on le fait au robot. Alors ça, c'est très intéressant, Anthony. Du coup, on passe à l'étape bilan finalement de ce projet-là. Ce que j'entends, c'est que les régleurs chez vous, désormais, c'est vraiment des régleurs, voire même, voilà, ils font de la conduite de ligne ou de pilotage, quand avant, ils pouvaient être amenés à faire des opérations peut-être de chargement, déchargement. C'est ça. Alors déjà dans le Lean, ce qu'on avait essayé de faire, en fait, c'est toujours ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur le savoir-faire de ce que font les gens. Donc en fait, ils sont pas. Moi, j'ai des tourneurs et des fraiseurs, ils sont là pour tourner et fraiser, pour faire du réglage. Enfin, ils sont pas là pour charger, décharger des machines. Donc en gros, tout ce qu'on peut sortir qui a pas de valeur ajoutée, on le fait. Et donc ça, on avait commencé avant. Là, c'est le cran d'après. J'ai un collègue qui m'avait montré ses cobots chez lui, qui m'avait dit qu'il avait quand même 2 personnes qui s'étaient battues dans l'atelier parce qu'ils n'arrivaient pas à se partager le robot. J'y croyais pas. Franchement, je comprends que ça puisse arriver. Parce qu'à la fin, les gens, ils ont le choix entre passer 3 jours derrière la machine à charger, décharger, ou alors à faire autre chose. Ça vaut le coup. Donc ça, c'est cette partie-là. Effectivement, les gens se sont appropriés quand même l'outil. Et puis après, pour la petite histoire, donc au début, j'étais le fou qui voulait rentrer le truc. Et puis maintenant, on me dit, mais je comprends pas que vous ne l'ayez pas fait avant. Et oui. Voilà, donc à la fin, c'est comme ça, on est toujours à côté de la plaque. Mais bon, le résultat, c'est que ça tourne. Donc ça, c'est pour la partie de l'atelier, et puis j'ai envie de dire interne. Pour la partie externe, donc concrètement, par quoi ça s'est traduit? Nous, on a fait, à partir du moment où on a rentré les premiers robots, alors on a fait d'autres investissements en parallèle. Mais on a fait en 2021 par rapport à 2019, on a fait plus 8%. Et l'année entre 2022 et 2021, on a fait plus 15%. Oui. Donc à la fin, en termes d'effectifs, on a rentré une personne de plus. Effectivement. Et clairement, pour nous, on n'a pas changé fondamentalement la stratégie de l'entreprise. On fait de la pièce unique, on fait de la petite série, on fait du service, on continue à faire du service. Mais il y a toute une partie de pièces ou de séries qu'on n'osait pas prendre. Et que maintenant, en fait, on se dit, oui, au contraire, on a tout intérêt à les prendre. Parce que c'est des plus grandes séries. Et c'est des plus grandes séries. Et si vous voulez, comme je vous disais, on a un parc machine, on a plus de machines que de bonhommes, nous. D'accord. Parce qu'on doit adapter la machine aux pièces qu'on va faire. Ah oui. Et donc, on a toujours une part du parc qui dort. Et là, ce qui change, c'est qu'avant, effectivement, pour des questions de service, il y a des séries qui occupent la machine pendant 15 jours. On aurait dit on ne peut pas utiliser notre machine pendant 15 jours parce que si on a un de nos clients qui débarque et qui nous dit j'ai besoin de telle pièce, nous on vend plutôt des pièces à marge parce qu'on ne peut pas faire des pièces, on ne fait pas de série. Donc on ne peut pas se dire ok, non, j'ai pris une série pour 3 semaines où je gagne 3 francs 6 sous. Je vous dis non, c'est juste pas possible pour nos clients. Là, la différence, c'est qu'au lieu de prendre 3 semaines de production, en fait, c'est 1 semaine, voire un peu moins, parce que ça va tourner la nuit. Et 1 semaine, on est capable d'immobiliser une machine. Et puis, en fait, c'est complètement de l'additionnel. Exactement. Donc, vous avez ouvert de nouvelles perspectives, de nouveaux marchés. Exactement. Et nos gens, en fait, ça s'est pas fait au détriment de leurs compétences, voire à l'inverse, parce que ces nouveaux marchés, ils font le réglage comme ils ont l'habitude de faire. Et puis après, la série, elle est passée par le robot. Alors, une question de Frédéric Hélin et après Frédéric Rosello, vous faites le bilan. J'aimerais savoir si vous faites un lien entre cette robotisation et le fait de pouvoir embaucher. De toute façon, nous, ça s'inscrit complètement dans notre stratégie de croissance. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai racheté une entreprise dont je me suis endetté. Et la problématique, quand vous vous endettez pendant 7 ou 8 ans, c'est que vous investissez pas. Donc, à un moment donné, ça finit par peser parce que vos petits camarades, eux, ils continuent à avancer. Et donc là, cet investissement, quand même, c'est l'investissement qui a apporté tout de suite la productivité. Donc, ça nous rapporte, ça nous permet d'augmenter les résultats. En fait, clairement, on a embauché déjà pour poursuivre notre croissance. Puis là, maintenant, forcément, on est parti dans la dynamique. Donc, moi, j'achèterais bien encore 1 ou 2 machines de plus. J'embaucherais bien 1 ou 2 gars de plus. Et puis, pourquoi pas un ou 2 robots de plus. Voilà. Donc, en fait, ça va ensemble. Vous augmentez vos capacités. Dès que vous avez un peu plus d'aisance financière, dans l'industrie, en plus, dans les PME, on est comme ça. Dès qu'on gagne un peu de sous, on a envie de racheter des machines. Donc, je veux dire, et puis,
enfin, faut pas se tromper. Hein, les machines, acheter des machines, ça, tout le monde sait le faire. La vraie question, c'est il faut les bonhommes derrière pour les faire. Exactement. En tout cas, c'est un bel exemple, effectivement, qui démontre que robotisation et développement de l'emploi vont de pair. Frédéric, le bilan sur ce projet, là, vous avez eu un partenaire exceptionnel, original, ou finalement, c'est l'habitude dans le secteur? En fait, chez Ideatech, nos clients, c'est des clients visionnaires. Parce que, on va dire, il n'y a pas beaucoup de clients qui, quand on leur dit, ben nous, les cobots, on les met sur des roulettes, les gars, ils nous prennent d'eau, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Oui, mais monsieur le client, aujourd'hui, nous, quand on a fait notre étude de marché, qu'on est allé voir 50 clients, nous, on a remarqué qu'il y avait un OF par-ci, un OF par-là, pas sur la même machine. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi occuper un cobot sur la même machine pendant tout le temps, quoi. Et en fait, la rentabilité va venir quand le cobot est capable de le déplacer et de travailler sur 5 machines. Parce qu'aujourd'hui, il faut additionner, quoi. Moi, j'ai une expression, c'est que j'exploite les cobots, pas les humains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, un cobot, c'est comme un intérimaire, mais il faut qu'il travaille, quoi. Oui, ils sont faut corvéables. Il faut le mettre au travail, quoi. Et nous, aujourd'hui, maintenant, on a des clients qui font un investissement et qui mettent le cobot dans l'investissement parce que c'est en travaillant le week-end, c'est en travaillant la nuit, ils vont faire tourner leur machine au maximum, arriver à avoir un prix positionné pour prendre un marché, et donc ça va de pair, quoi. Et donc maintenant, on va dire, pour le farfelu de service qui mettait les cobots sur des roulettes, là maintenant, on commence à devenir sur des gens, ouais, vous étiez visionnaire, mais oui, voilà, aujourd'hui, malheureusement, on travaille avec des clients visionnaires. Ces clients-là, quand ils ont compris notre fonctionnement, comment on travaillait, de suite, comme Anthony, ils font des gains, quoi. Et voilà, quoi. Effectivement, merci Frédéric. On arrête là pour cet exemple. On prolongera l'échange lors de la séance de questions-réponses. Et je donne la parole à Jacques Dupanloup. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes directeur division Robotique France de Stobli Robotique. Vous êtes depuis 23 ans chez Stobli avec des fonctions qui ont toujours été orientées clients. Stobli, on l'a dit vite fait, mais on le redit pour être tout à fait clair, c'est effectivement le seul constructeur français de robots industriels 4 et 6 axes implanté en Haute-Savoie, 1700 salariés dans un groupe de 6000 salariés, dont 2000 en France. Une large sous-traitance, hein. On parlait de l'emploi tout à l'heure avec Frédéric, 5 à 6 000 personnes dans la région collaborent dans des entreprises impliquées dans votre écosystème. Et d'ailleurs vous-même, vous embauchez, enfin votre entreprise, 200 salariés par an, un investissement de 30 millions d'euros en moyenne par an. On le voit, vraiment une belle dynamique qui permet d'investir dans l'humain et dans le matériel. Alors, autre casquette, Jacques, vous êtes le président du groupe robotique automatisation des systèmes de production au sein du syndicat professionnel Evolis. Ça vous donne aussi une vision large en fait de la dynamique de la robotique. On a parlé de l'état des lieux de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes avec Frédéric. Vous, qu'est-ce que vous observez à l'échelle nationale? Alors, à l'échelle nationale, le marché français reste encore un petit marché pour la robotique. Bon, c'est un marché qui évolue. En 2022, il s'est installé en France un peu plus de 7000 robots sur un marché global international de 550 000. Donc, voilà, une goutte d'eau, mais quand même, ça pèse. Quelle est la dynamique? Ça progresse. Il y a 10 ans, on était à 3000. Donc, on va dire un peu plus de 10 ans, on était à 3000. Donc, on avance, on progresse. L'image de la robotique a changé en France. Il y a une dizaine d'années, les roboticiens ont été classifiés dans les destructeurs d'emplois. Cette image a évolué. Complètement. Ça a commencé, on va dire, en 2011-2012, où les politiques ont changé le discours. Voilà, parce que même eux n'étaient pas très à l'aise avec ça dans leur campagne. Moi, je me rappelle d'un salon à Lyon en 2007 où on a invité tous les politiques qui étaient candidats à l'élection présidentielle au niveau de la robotique. Ils n'avaient pas voulu venir. Voilà, ils avaient peur de se positionner par rapport à l'électorat, etc., etc. Après, il y a un président de la République qui, en 2011-2012, a employé le mot robot dans un de ses discours. Et là, on a commencé à dire que la robotique, elle ne détruisait pas de l'emploi, mais au contraire, elle en créait. L'exemple typique d'Anthony Trévisan avec son installation de robots, ça n'a pas empêché de créer de l'emploi. Ce qu'on constate, c'est que toutes les entreprises qui robotisent, au final,
elles embauchent en plus. Voilà. L'image a changé et puis Complètement. aussi la formation aussi, on va dire La formation. On avait aussi un déficit d'établissements qui formaient à la robotique. Donc maintenant, il y a de plus en plus de licences robotiques qui s'ouvrent à travers la France. On introduit des modules de robotique dans tous les diplômes. Donc il y a aussi un effort qui est fait à ce niveau-là, puisqu'il y a quand même une pénurie d'automaticiens, de roboticiens sur le marché. Et quid justement des aides, des dispositifs? Vous avez bien cité ce revirement symbolique en 2011-2012. Aujourd'hui, concrètement, les dispositifs sont plus nombreux, sont solides? Alors, on a commencé en 2006 avec notre syndicat professionnel à monter une opération qui s'appelait Robocaliser. C'était robotiser pour ne pas délocaliser. Donc, on a commencé ça. Après, il y a eu l'opération Robo Start PME. C'était de l'aide aux primo-accédants. D'accord. Il y a toujours, via les régions, via les départements, via différents organismes, des aides à la robotique. Aujourd'hui, on a le projet France 2030 qui comporte aussi des aides pour la robotique. Et donc vous estimez que les dispositifs d'accompagnement sont plutôt suffisants à l'heure actuelle? Ils existent, le problème c'est qu'ils sont souvent méconnus des potentiels utilisateurs de ces dispositifs. Et il y a une multitude d'aides à gauche, à droite, et c'est pas facile de s'y retrouver pour les identifier. Les grandes entreprises arrivent bien à identifier parce qu'ils ont des personnes disponibles pour aller les chercher. Dans les PME, c'est pas toujours le cas, et on cherche d'abord à trouver la solution technique plutôt qu'à s'occuper de trouver des financements. Et puis, il peut y avoir d'autres leviers. Je me souviens, c'était il y a une douzaine d'années, des dispositifs de suramortissement qui ont vraiment aidé aussi à l'investissement. Oui, on s'est débattu avec notre syndicat professionnel pour avoir du suramortissement. C'est ce que fait souvent l'Italie, pays à proximité, qui met régulièrement en place des notions de suramortissement pour favoriser l'investissement. Alors, ça, c'est le contexte. On va rentrer dans le détail, les leviers clés pour réussir des projets d'intégration robotique. Tout d'abord, sur l'enjeu, par rapport aux soubresauts de nos marchés qui n'ont jamais été aussi incertains, vous estimez que ça peut être un levier, justement, pour aider à pérenniser les entreprises? Aujourd'hui, on parle de réindustrialiser la France, de relocaliser des industries. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même en France réussi l'exploit de délocaliser des entreprises qui étaient robotisées. Moi, j'ai de nombreux exemples d'entreprises qui avaient de nombreux robots. On les a envoyés en pays de l'Est, souvent pour accompagner des donneurs d'ordre. On leur imposait de suivre, et notamment dans l'automobile, les constructeurs. Donc là, on commence à voir des entreprises qui relocalisent. Moi, je me rappelle très bien qu'en 2000 a été une très bonne année pour la robotique. Pourquoi? Parce qu'on avait de la téléphonie. On vendait énormément de robots pour faire de la téléphonie. Malheureusement, donc il y a eu beaucoup de robots et toutes les lignes ont été délocalisées. Aujourd'hui, la téléphonie est faite uniquement en Chine et en Asie, quoi. Ah oui, d'accord. Donc on a tout perdu ces marchés, malgré que c'était quand même des lignes robotiques. Effectivement. C'est quand même bien dommage. C'est compliqué aujourd'hui de faire revenir ces activités de téléphonie. On voit, et on a vu pendant la période Covid, qu'on dépendait de beaucoup de pays en termes ne serait-ce que de médicaments ou de produits pharmaceutiques. On voit qu'on commence à se dire, oui, finalement, on pourrait refaire des choses en France, et c'est une bonne chose. Alors, prenons des exemples concrets. Alors, on a notamment quelques visuels derrière nous qui peuvent illustrer des exemples d'applications. Pour les professionnels là, qui sont dans la salle, quels sont les leviers pour bien réussir un projet d'intégration? Alors, première question, les primo-accédants, justement. On n'a jamais robotisé. C'était l'exemple d'Anthony avec Boutiplast. Quelles sont les erreurs à éviter? Il faut bien accompagner, il faut mettre le personnel en place, comme ça a été fait, j'imagine, chez M. Trévisan, et les mettre dans la boucle du projet. Regarder leurs gestes, regarder ce qu'ils font, leurs besoins, leurs difficultés. Donc il faut vraiment que tout le monde soit partie prenante. Il ne faut pas imposer un système, il faut bien définir la finalité et les fonctions qu'on souhaite. On a vu parfois des secteurs qui peinaient à s'automatiser, c'est encore le cas. Je pense notamment certains secteurs dans l'agroalimentaire parce que c'est encore des tâches très, très manuelles, répétitives, avec des grosses problématiques de TMS, de troubles musculo-squelettiques, des problématiques de recrutement. Est-ce qu'on arrive davantage à aller sur ces secteurs réputé difficile à automatiser? Alors oui, il y a de plus en plus de demandes. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, la robotique, en 1992, 75% des robots étaient vendus dans l'automobile.
En 2022, c'était plus que 23%. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que le nombre de robots dans l'automobile Oui. a diminué, c'est tout le marché qui a grandi, mais on voit que les autres marchés grandissent. L'agroalimentaire, ça doit être le 4e ou 5e marché mondial à utiliser des robots. En France, il s'installe 400 à 500 robots par an dans l'agroalimentaire. Donc oui, on a de plus en plus de demandes dans l'agroalimentaire par rapport à de la pénurie de main-d'œuvre, par rapport à de la difficulté, à des TMS. C'est vrai que souvent, c'est des cadences assez élevées, des ambiances, on peut travailler dans des températures négatives. Donc oui, on a de la demande. Beaucoup de projets. Souvent, cette année, des projets, des décisions qui sont reportées parce que les entreprises de l'agroalimentaire sont quand même aussi victimes de l'augmentation du coût de l'énergie, sont très très impactées. On a des chiffres chez nos clients qui sont colossaux. Donc c'est un petit peu dommage que l'investissement soit un petit peu repoussé par rapport à ce coût de l'énergie. Alors, prenons un exemple, par exemple, dans le monde des produits laitiers, dans les fromageries, qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre dans avec les robots fromageries, Slowly? nous, on a commencé à la fin des années 90 à faire des applications de tranchage de lait caillé. Donc, avant, dans les fromageries, on avait des fromagers qui utilisaient des peignes. C'était des opérations très difficiles d'un point de vue physique. Donc, on a commencé à faire du tranchage de lait caillé. Et donc, on a même... Donc on tranche on mettait un peigne au bout du robot et on était dans les bassines et on tranchait le lait caillé. Donc on a amélioré même la qualité du tranchage. Et puis dans l'agroalimentaire, aujourd'hui si on parle du fromage et donc dans les laiteries, on apporte du soin au fromage, on retourne des fromages, on fait de la découpe. Donc il y a de plus en plus d'applications dans ce monde fromager. Pour quel niveau de fiabilité quand on investit, parce qu'on l'a dit, c'est un investissement conséquent, il y a l'investissement initial, mais il y a la maintenance après. Alors, je donnerai la parole à Anthony qui pourra compléter. Mais répondez Jacques d'abord. Ouais. Au niveau des robots industriels, nous on a des robots qui sont en service depuis une vingtaine d'années chez les clients. Voilà, si je prends l'exemple du tranchage de lait caillé, les premiers robots installés dans les années 90 sont toujours en place. Donc on fait de la maintenance forcément. Hein. Alors on intervient souvent dans les entreprises agroalimentaires en période décalée, soit la nuit, soit le week-end, pour faire des maintenances. On préconise des maintenances une fois par an, si possible, mais il y a certains qui n'en font pas. Voilà. On a dû aussi adapter nos robots à ce monde. Par exemple, dans le fromage, dans nos réducteurs, on a mis de l'huile agroalimentaire pour éviter qu'en cas de fuite, le produit soit pollué. Donc on a aussi adapté nos robots à ces milieux-là. Et du coup, la maintenance, c'est la vidange peut-être de cette huile Pas en fait, on préconise nous des vidanges tous les 20-30 000 heures, donc c'est pas toutes les années. Ouais. Mais en fait, dans ces milieux-là, il faut pas que le robot soit générateur de bactéries. Donc on a adapté aussi nos robots, les traitements, parce que dans ces milieux-là, les robots sont nettoyés tous les jours au canon à mousse. Et il faut qu'ils résistent et qu'ils tiennent aux produits très agressifs. Anthony, vous vouliez réagir sur cet enjeu? Oui, ça me fait sourire parce que quand je vous ai dit que j'étais allé voir des petits camarades pour voir ce qu'ils avaient robotisé, je suis allé voir un mouliste. Donc en fait, un mouliste, souvent, il fait de la pièce unique, hein, donc c'est même pas de la série. Et puis après, je suis allé voir une fromagerie. Alors j'ai peut-être un doute, c'est peut-être vous d'ailleurs qui équipez le... Il y a des chances. Ouais, et donc une fromagerie, un affineur de fromage, un affineur de comté. D'accord. Et d'ailleurs, il m'a dit, écoute, moi je suis à mon 7e. Alors il me dit, quand j'ai eu peur, parce qu'on a toujours peur quand on fait un investissement important, il me dit, t'inquiète pas, c'est le premier qui fait bizarre. Maintenant, je suis à mon 7e, je tremble même plus quand je rachète un. Ouais, effectivement. Voilà, donc, et on est dans le fromage, on est vraiment. Donc on s'y attend pas du tout. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont parfois très loin de ce qu'on peut imaginer, et puis en fait, qui peuvent être à la pointe de la technologie. Jacques, quelles sont les perspectives pour vous, soit en termes d'évolution technologique, quelles sont les nouvelles applications qui pourraient être imaginées avec vos systèmes? Alors, on est dans beaucoup de marchés, hein, c'est très diversifié. Alors, on a parlé de l'agroalimentaire, mais on fait aussi, on est aussi dans le milieu hospitalier, on fait des opérations chirurgicales, on traite les opérations de la cataracte, on travaille sur le cancer du foie, sur les opérations du cerveau. Donc, on est dans des milieux très variés, l'automobile, la cosmétique, la plasturgie, le métal, la pharma, le nucléaire. On voit que dans le nucléaire, on en a mis depuis 20-25 ans, mais il y a de nouveaux projets de réhabilitation de centrales, de maintenance. Donc là, on a de nouveau des demandes. On voit que le bâtiment commence à venir vers nous, puisque pénurie de main-d'œuvre pour trouver aussi des employés, et puis c'est aussi des tâches difficiles. Donc le bâtiment va être un secteur qui va se tourner vers la robotique.
On a aussi le tri de déchets. D'accord. On retraite de plus en plus de déchets. Donc forcément, sur les lignes, alors il faut mettre des robots pour aller faire la sélection et le tri. C'est compliqué puisqu'on ne maîtrise pas ce qui arrive. Exactement. Donc là, il faut de la vision, il faut l'intelligence artificielle. Ça, c'est des applications très pointues, mais on y arrive. Et alors, justement, pour se reposer la question de cette séquence, quels sont les facteurs clés de succès? Au fond, pour une meilleure intégration de la robotique, l'enjeu, ça va être justement la façon dont ces outils s'insèrent sur la ligne de production, y compris avec les systèmes numériques de pilotage et les autres dispositifs qui permettent de garantir la maîtrise du processus. Oui, de toute façon, il faut faire l'accompagnement, il faut bien examiner. On va dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de robots sont équipés de vision. Ce n'était pas le cas avant. Plus de la moitié des applications aujourd'hui se font avec de la vision. Et on arrive avec pas mal de capteurs. Mais pour moi, il y a toujours l'accompagnement à faire. Et les applications les plus simples, ce sont toujours celles qui marchent le mieux. Alors c'est ça, en fait, c'était un écueil dont on discutait, mais quand on a des robots qui sont au placard, souvent c'est que justement on est parti sur une idée trop complexe en fait. Souvent, l'avantage du robot, c'est qu'il peut être évolutif. On peut, quand on a une application de chargement, déchargement de machine-outil, on peut lui faire du chargement, déchargement, mais aussi on peut ajouter des opérations additionnelles, un contrôle, un test, un gravage, un lavage, un ébavurage. Donc il faut bien prendre en compte tout ceci et penser que le robot, il est évolutif. Donc pas forcément toujours partir sur l'opération la plus complexe, parce que si c'est un premier robot et que ça se passe mal, il n'y aura pas de suite et c'est dommage. C'est important, Anthony, vous acquiescez, c'est la clé, effectivement. Le mot de la fin pour votre intervention, Jacques, du coup, facteur clé de succès, si vous synthétisez. C'est l'accompagnement, c'est la formation. L'accompagnement, la formation. Ça, c'est des critères importants. On se bat au niveau national, on a des travaux pour développer la formation autour de la robotique, pour former des techniciens, puisque des techniciens, automaticiens, roboticiens, on en trouve chez les constructeurs, chez les intégrateurs, mais aussi chez tous les utilisateurs de robots, puisque quand on commence à avoir un parc, il faut que les gens soient autonomes et soient capables de changer les applications, adapter. Voilà. C'est très clair. Merci à vous pour ce témoignage, Jacques. C'est le moment de la séance de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des demandes de précision, des commentaires pour prolonger les interventions? Si pas de questions, eh bien c'est qu'on a été tout à fait clair. Eh bien écoutez, on va remercier nos intervenants. Vous pouvez les applaudir pour ces retours d'expérience, véritable source d'inspiration. Merci à vous.